Les Burkinabés vivant en Afrique du Sud ont pris les nouvelles de leur pays au cours d'une rencontre avec le président du Faso. À cette rencontre, les compatriotes ont également exposé leurs préoccupations à Roch-Marc Christian Kaboré. Au nom de ces préoccupations, le difficile accès aux documents administratifs. Dans 18 mois, la capacité d'accueil de la cité universitaire de Bobo-Dioulasso passera de 1000 à 2520 lits. Les travaux d'extension ont été lancés par le Premier ministre. La Banque islamique de développement accompagne le gouvernement burkinabé dans ce projet qui va coûter plus de 8 milliards 900 millions de francs CFA. Dans ce journal, nous nous intéressons à cette découverte qui va certainement renforcer la rumeur sur la qualité du riz consommé au Burkina Faso. Selon une expérience faite par une commerçante, du riz à base de plastique circulerait sur le marché. Les résultats de cette expérience inquiètent la Ligue des consommateurs qui invite les populations à la vigilance. Bonsoir, toutes nos excuses pour ce faux départ. Tout d'abord, sachez que les membres du Conseil constitutionnel qui ne sont pas des magistrats auront désormais le même traitement salarial et les mêmes avantages que les magistrats de cette juridiction. C'est l'une des décisions phares du Conseil des ministres de ce mercredi. Un conseil au cours duquel il a été également question de la situation des membres du Conseil consultatif de sécurité et de santé au travail. On fait le point avec Ibrahima Sombier et Aimé Solange Guigma. À ce Conseil des ministres, il a été question d'harmoniser la grille salariale, les primes et les avantages au niveau des membres du Conseil constitutionnel. Donc il s'agissait donc d'étendre à ces non-magistrats les différents avantages pour nous conformer donc à une disposition de l'article 7 de la loi organique de 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Au niveau du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, nous avons un décret portant relecture du décret 2011-715 du 7 octobre 2011, relatif donc à la composition, au fonctionnement du comité technique national consultatif de sécurité et de santé au travail. Il y a deux innovations majeures, c'est les personnalités et les institutions qui composent ce comité-là. Et une autre innovation, c'est la question des rétributions des personnes ressources et des membres de ce cadre. Il faut savoir que ce comité avait des difficultés pour se tenir, en raison notamment de l'absence de cette prise en charge des membres et des personnes ressources appelées à y travailler. La 20e session du comité intergouvernemental d'experts d'Afrique de l'Ouest, qui se tiendra du 18 au 19 mai prochain à Ouagadougou, a également été abordée. C'est une réunion donc de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et qui va se tenir sous le thème mise en œuvre de l'agenda du développement durable 2030 et de l'agenda 2063 en Afrique de l'Ouest. Cette importante réunion-là va se tenir dans notre pays et va permettre notamment de mettre l'accent sur les situations économiques nécessaires pour remplir les engagements des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le 15 juin 2017 que sera célébrée à Ouagadougou la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré. Retour sur le voyage du président du Faso en Afrique du Sud. Roch-Marc Christian Kaboré a mis à profit son séjour pour échanger avec les Burkinabés vivant en Afrique du Sud. Au cours des échanges, nos compatriotes ont soumis au chef de l'État les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans ce pays. Ils veulent également être pris en compte dans les projets de développement de leur pays. Le reportage de Suleiman Sanou et Yarki Teda. À des dizaines de milliers de kilomètres de la mère patrie, ces Burkinabés d'Afrique du Sud ont un regard sur la situation de la nation. Et à la rencontre avec le chef de l'État, ils veulent savoir tout sur la vie de leurs compatriotes, mais aussi et surtout sur la situation sociopolitique au plan national. Il est clair que nous avons non seulement la majorité donc, qui gouverne, mais nous avons également le chef de l'opposition qui mène également ses activités sur le terrain et pour indiquer ce qu'elle aussi elle estime comme étant des défaillances. L'intérêt pour nous, c'est que ceux qui nous ont élus, ceux qui ne nous ont pas élus, nous puissions amener en sorte d'améliorer leurs conditions de vie. La diaspora vivant au pays de Nelson Mandela tient au vote des Burkinabés de l'extérieur. C'est un engagement que nous avons pris. Et nous avons engagé le gouvernement sur la nécessité qu'en 2020, les Burkinabés puissent participer au vote et assumer leurs droits civiques dans ce domaine-là. Investis dans leur pays d'origine, les descendants burkinabés vivant en Afrique du Sud sont déterminés. Et le président du Faso les a encouragés dans ce sens. Tout Burkinabé, quelle que soit sa position,
a le droit et le devoir de participer au développement de son pays. Cette contribution peut se faire de façon intellectuelle, elle peut se faire de façon, je dirais, contributive, parce qu'on peut développer des activités dans le pays, apporter des partenaires pour travailler dans le pays. Cette activité aussi peut se faire par votre participation aux investissements sur les logements sociaux qui sont en train de se faire. Je crois que les préoccupations déjà posées, je suis satisfait à 100% par rapport aux questions et aux réponses qu'il a données. Et ça me va tellement droit au cœur. Le problème de la livraison du passeport posé, le chef de la diplomatie burkinabé rassure, toutes les dispositions sont désormais prises pour le délivrer dans un délai d'1 mois. Autre point de l'actualité, le nouveau président de la commission de l'UEMOA a officiellement pris fonction hier à Ouagadougou. Abdallah Bourema, de nationalité nigérienne, a traduit sa reconnaissance au chef d'État de l'espace UEMOA pour la confiance placée en lui en le plaçant donc à la tête de cette institution. Il s'est engagé à œuvrer pour le développement et l'intégration sous-régionale. Gérard Soumé et Vincent Tiendrebego. Passation de service entre le Sénégalais Cheikh Agibou Soumaré et le Nigérien Abdallah Boulema à la présidence de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À ce poste depuis 5 ans, Cheikh Agibou Soumaré est en fin de mandat. Au moment où je quitte la présidence de la commission, je voudrais exprimer mes remerciements à tous mes collègues et collaborateurs pour leur engagement et leur soutien durant mon mandat. Je puis témoigner que les résultats obtenus sont le fruit d'un travail d'équipe. Le nouveau président de la commission n'est pas un terrain inconnu. L'ancien ministre des Finances du Niger était depuis 2011 commissaire chargé du département économique et fiscalité intérieure au sein de la même institution. Son nouveau défi, travailler au développement et à l'intégration sous-régionale durant les 4 prochaines années, suivant l'avis de la conférence des chefs d'État de Lyon. Je puis pour ma part vous assurer de mon engagement à servir notre Union et à renforcer l'efficacité et la crédibilité de la Commission pour en faire un exemple réussi d'intégration régionale. À la suite de l'acte de passation de service, les 2 présidents entrants et sortants se sont adressés au personnel de l'institution dans une cérémonie de revoir et de bienvenue. Hier, 9 mai, la journée de l'Europe a été célébrée dans les représentations diplomatiques à travers le monde. À Ouagadougou, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Burkina Faso a organisé une réception pour marquer cette journée. Une occasion pour Jean Lamy de faire le point de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Le reportage de Nongba Kouda et Oumou Sissi. Un moment convivial pour célébrer le 67e anniversaire de la journée de l'Europe. Nous sommes ici à la résidence de l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne. Et ils étaient nombreux les convives ce 9 mai au rendez-vous. Une occasion saisie par le diplomate européen pour saluer la coopération entre son institution et le Burkina Faso. L'Europe est aussi un multiplicateur d'efficacité avec ses partenaires dans le reste du monde, dans son action extérieure, politique et de coopération, tant il est vrai qu'on est plus fort à plusieurs, que l'action collective permet d'additionner les meilleures solutions et d'optimiser les effets de levier. Un exemple ici, au Burkina Faso. Ensemble, l'aide de l'Union européenne et de ses États membres représente, bon an mal an, plus de 40% du total de l'aide extérieure que reçoit le Burkina Faso, ce qui fait de notre Union un partenaire majeur du pays. Une coopération pour le développement qui s'est traduite dans plusieurs domaines. L'engagement de l'Union européenne pour le PNDS, d'un montant de 800 millions d'euros, ça fait 500 milliards de francs CFA environ, sur les 5 années. Donc c'est un engagement permanent et d'année en année, c'est une coopération qui se porte bien et qui couvre divers domaines. Pour Jean Lamy, l'année 2017 est une année cruciale pour les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Des relations qui seront examinées au sommet Afrique-Union européenne à Abidjan en fin novembre prochain. La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai de chaque année dans les pays membres de l'Union européenne en souvenir à la déclaration de 1950 de Robert Schuman.
Autre point de l'actualité, et nous mettons le cap sur Bobo-Dioulasso où les travaux d'extension de la cité universitaire de cette ville ont été lancés. Avec cette réalisation, la cité universitaire de Bobo-Dioulasso passera à plus de 2500 lits. Une extension rendue possible grâce aux efforts conjugués du gouvernement burkinabé et de la Banque islamique de développement. Plus de 800 milliards 900 millions de francs CFA seront mobilisés pour les travaux dont le lancement a été fait par le Premier ministre Idrissa Traoré et Karim Cissé. Et c'est parti pour la construction de la phase 2 de la cité universitaire de Bobo-Dioulasso. Pour cette deuxième phase, ce sont 3 pavillons de type R+2 avec une capacité d'hébergement de 1512 lits qui seront construits. Il est prévu la construction d'autres infrastructures annexes ainsi que l'extension du restaurant universitaire. La cité est constituée de 3 hébergements qui font à peu près 504 lits par hébergement. En plus de ces ouvrages, il y a des ouvrages annexes pour améliorer les conditions de vie des étudiants, à savoir le terrain de foot qui va être gazonné avec du gazon synthétique, avec des tribunes et d'autres infrastructures telles que le centre d'écoute pour jeunes, des salles de jeu et carrément un centre bucco-dentaire pour les étudiants. 18 mois, c'est le délai d'exécution de l'édifice. Au dire du Premier ministre, tout sera mis en œuvre pour le respect du cahier des charges. Le ministre fera un rapport périodiquement au gouvernement sur la mise en œuvre donc, de ce projet, comme de tous les projets que nous lançons en faveur donc, de nos étudiants et de nos élèves. C'est important pour le gouvernement de faire en sorte que tout ce que nous lançons soit exécuté à bonne date et que les cahiers des charges qui ont été élaborés soient respectés par donc, les fournisseurs. Environ 9 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation de ce projet. Une enveloppe financière à laquelle la Banque islamique de développement participe à hauteur de plus de 7 milliards 900 millions de francs CFA. Et au sein de cette université, 2 amphithéâtres sont déjà prêts. Lundi dernier, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a procédé à l'inauguration de ces infrastructures. Et puisque l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso s'appelle désormais Université Naziboni, le ministre Alkassou Maïga a également présidé la cérémonie de baptême organisée à cet effet. On voit cela avec Drissa Traoré et Ali Traoré. Ce sont 2 amphithéâtres d'une capacité de 750 places chacune que l'université de Bobo-Dioulasso vient d'acquérir. Ces bâtiments viendront répondre un tant soit peu au manque criard d'infrastructures éducatives. Les plus grosses difficultés, c'est quand même la question des retards des années académiques qui sont enchevêtrées les unes dans les autres. Et en tout cas, on est tous convaincus que si nous avons les infrastructures, on peut arriver à un début de solution. L'amphi que vous voyez aujourd'hui, c'est un amphi que nous avons réclamé depuis des années, et c'est cette année qu'on a eu cet amphi. Donc on peut crier victoire, mais avec un petit V. Il y a beaucoup de choses à faire. En plus de ce geste, le gouvernement a donné le nom de Naziboni à l'université de Bobo-Dioulasso. Ceci pour rendre hommage à ce grand homme qui aura marqué l'histoire du Burkina Faso. Nous devons de faire un travail de mémoire et de se dire que de toutes les façons, tout ce que nous vivons aujourd'hui n'a été possible que parce que des hommes se sont sacrifiés, ils se sont battus, ils ont obtenu les indépendances, ils ont contribué à la construction, comme je disais, de notre État-nation. Donc la nation doit se souvenir de cela. Le baptême de nom vient couronner un processus et nous en sommes fiers aujourd'hui de porter le nom de cet illustre fils de ce pays. À l'image du président de l'université, les différents intervenants à la tribune ont salué le choix du nom de l'université porté sur Naziboni. Intéressons-nous à présent à la deuxième étape de la tournée du ministre de la Sécurité dans le Grand Ouest. Le 7 mai dernier, Simon Compaoré a échangé avec les forces de défense, les forces de sécurité de Samourogoin, Kourouma et Yendéré. Dans toutes ces localités, le ministre de la Sécurité a encouragé les agents de sécurité avant de les inviter à rester soudés et à observer la discipline dans les rangs. Il leur a promis également une amélioration de leurs conditions de travail. Le point avec Urbain Benito Soumé et Draman Guéné. Gendarmerie de Samourogoin dans les Kénindougou. Les images nous rappellent encore du 9 octobre 2015 où le Burkina venait de connaître l'une des premières attaques terroristes. La brigade était attaquée d'en face
comme ça, vous voyez. Donc les éléments qui étaient là, ils ont fait un tir nourri sur le bâtiment. Et il y avait des gens qui étaient postés à l'écart ici. Entre-temps, quand ils ont cessé le tir, les autres sont montés à l'assaut. Donc il y a eu un gendarme qui a trouvé la mort là. Et le fils du chef de commando, lui il était mort ici. Voilà, donc on a continué dans le bâtiment. Okay. À l'intérieur ici, 2 autres gendarmes avaient trouvé la mort. Le ministre d'État a tenu à venir ici comme à Kourouma à la frontière du Mali et à Yendéré à 5 km de la Côte d'Ivoire pour s'entretenir avec les forces de sécurité. C'est un lieu emblématique, c'est pourquoi nous avons tenu à venir ici, encourager les gendarmes, les policiers et visiter également la nouveauté. Nous avons tenu avec l'OIM à faire des installations qui nous permettent de faire des enregistrements donc de tout ce qui passe par ce tronçon-là et qui nous permet justement de détecter les faux passagers, les personnes recherchées, les véhicules volés. Au total, 16 localités ont reçu la visite de Simo Compaoré lors de cette tournée dans le Grand Ouest, de Ndorola à Nyangoloko, en passant par Orodara, Kenindougou et Banfoura. Le message est clair. C'est une sortie pour rehausser le moral des troupes. Autre point de l'actualité, et nous revenons à Ouagadougou pour voir cette découverte qui risque de renforcer la rumeur selon laquelle du riz fabriqué à base de plastique circulerait sur le marché. Une consommatrice a tenté une expérience dont les résultats tendent à confirmer cette rumeur. La Ligue des consommateurs est déjà convaincue de cette situation. La Gendarmerie nationale et le Laboratoire national de santé sont également en alerte et les résultats de leur enquête devraient situer l'opinion sur cette affaire. Salifou Belem et Vincent Tchendrebego. Du riz fabriqué à partir de la matière plastique, ragot ou réalité. En tout cas, le soupçon pèse lourd sur la qualité de ce riz. Comme tout riz, Madame Karama l'a acheté à la boutique et l'a déjà consommé en famille. Premier indice, son goût est fade. Depuis qu'on a le riz, on a des difficultés avec ce riz. On ne voit pas ce qu'on n'a pas essayé, mais ça ne marche pas. Et depuis 2 jours, j'ai arrêté le riz et j'ai essayé de changer de riz. Pas suffisant pour conclure, Madame Karama fait une expérience qu'elle a apprise sur Facebook sur comment détecter du riz en plastique. Brûlé, ce riz devient un peu visqueux et colle à ce qui le touche. Une caractéristique du plastique. Voilà le riz qui donne des flammes. Voilà, ça se colle. Ça donne des flammes sur le couteau. Et vous sentez l'odeur du caoutchouc. Voilà, on n'est pas en face du riz, mais en face de quelque chose, vraiment, je ne sais pas. Si vous n'êtes pas encore convaincu, Dame Karama étuve le riz et le compresse en petites boules. À la chute, la boule rebondit comme une balle de tennis. Voilà qui suffit pour convaincre la Ligue des consommateurs de la qualité douteuse de ce riz. L'évidence s'impose. Ce riz n'est pas du riz, c'est du plastique. Qu'il brûle, il devient du plastique. Et donc, nous, notre préoccupation à la Ligue des consommateurs, c'est de veiller à ce que les consommateurs arrêtent rapidement de consommer ce genre de riz. Vous verrez le sac tel qu'il est conditionné, et c'est un riz qui se vend un peu partout. Et à l'heure où je vous parle, la gendarmerie est en train d'aller avec le boutiquier chez qui nous avons acheté le sac de riz pour qu'il indique l'endroit où il s'est approvisionné, de manière à ce que nous remontons rapidement le réseau afin d'arrêter cette pratique préjudiciable à la santé du consommateur. Nous sommes désagréablement surpris de constater que de telles pratiques ont cours au Burkina Faso actuellement. Quand on sait que le riz, c'est l'un des produits de grande consommation au Burkina. Le sac de 30 kg de ce riz est vendu à 10 000 francs. Le laboratoire national de santé publique a déjà fait des prélèvements et les résultats de ces tests plus scientifiques devraient situer l'opinion nationale. En attendant, la Ligue des consommateurs recommande au public la vigilance. Comment optimiser le stockage et la distribution des produits pétroliers en Afrique? La question est au centre d'une rencontre qui se tient depuis ce 10 mai à Ouagadougou. Prennent part à cette rencontre les membres de l'association des raffineurs et distributeurs africains. Ils vont mener la réflexion pour identifier les bonnes pratiques dans le secteur des produits pétroliers afin de répondre aux normes internationales. Gérard Soumé, Mariam Dawo et Vincent Tchendrebego.
Ils sont des professionnels africains de la filière pétrolière organisés au sein de l'Association des raffineurs et distributeurs africains. Ils sont réunis à Ouagadougou pour réfléchir à leurs préoccupations communes, notamment le stockage et la distribution. La réunion de Ouagadougou est une rencontre où le groupe de travail, stockage et distribution donc, se retrouve afin de mener des réflexions. On va les voir tout à l'heure, il y aura un ensemble d'exposés sur les problématiques liées au stockage et la distribution pour pouvoir donc permettre de mener la réflexion, d'identifier donc les problèmes, les solutions éventuelles, partager les expériences afin de pouvoir optimiser donc la fonction stockage et distribution. Pendant 48 heures, ces participants venus de 12 pays africains vont échanger, entre autres sur les bonnes pratiques liées à l'exploitation et à la gestion des bacs de stockage, au cas de fraude sur les pipelines et les chemins de fer. Sur la base du principe que l'union fait la force, c'est de se créer une plateforme d'échange, des bonnes pratiques, de l'expérience, parce que le pétrole est un secteur où une erreur coûte très vite très cher. Je donne un exemple très concret. Nous avons comme membre de l'ARA une société qui s'appelle Botswana Oil, donc qui est au Botswana, qui vient de se créer et qui veut créer un dépôt pétrolier, qui veut faire finalement ce que la Sonabi fait depuis plus de 30 ans au Burkina. Pourquoi ne pas s'inspirer de l'exemple de la Sonabi? L'Association des raffineurs et distributeurs africains a été créée en mars 2006 avec son siège à Abidjan. Elle compte une vingtaine de compagnies de raffinage et une cinquantaine de membres non raffineurs, dont la Sonabi. Au cours d'un point de presse hier, la Coalition nationale des organisations de la société civile a fait sa lecture de la situation nationale. Une situation marquée par des événements tels que les malversations financières au CIAO, l'arrestation de l'homme d'affaires Inoussa Kanazoué, le procès du dernier gouvernement CIAO et les querelles au sein du Ashkroun. La Coalition nationale des OSC appelle le gouvernement à traiter tous ces dossiers avec diligence pour ne pas compromettre le développement du Burkina Faso. Adama Giti, Bouma Ernest Nebi. La Coalition nationale des OSC donne sa lecture de l'actualité nationale. Concernant le procès des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, elle trouve que les choses piétinent. Nous pensons qu'il faut qu'on aille plutôt à l'essentiel. Permettre aujourd'hui, chose comme on appelle ça, de faire valoir la vérité réelle et permettre la réconciliation des fils et filles du pays. En ce qui concerne l'affaire Inoussa Kanazoué, la coalition dit ne pas être contre son arrestation, mais souhaite que le dossier de cet opérateur économique burkinabé soit traité avec beaucoup d'attention. Inoussa Kanazoué est un individu, certes, mais il a autour de lui ses entreprises. Et qu'au niveau de ces entreprises-là, qu'on permet et que son arrestation ne soit pas un frein au fonctionnement de son entreprise. Que Madame le procureur prend ses dispositions pour permettre en fait aux fonctionnaires et à ceux qui travaillent plutôt dans ces entreprises-là de ne pas aller au chômage. La coalition nationale des OSC a également fait cas d'une affaire de malversation financière au CIAO. Sur la question, elle accuse l'autorité supérieure de contrôle de l'État de n'avoir pas fait son travail. Comment c'est à travers la presse que le président du Faso va apprendre qu'il y a un détournement, si on veut le dire, de 200 millions au CIAO? Pourquoi l'autorité supérieure de contrôle de l'État n'a pas fait sortir ces dossiers? La mésentente entre le personnel du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun et son supérieur hiérarchique a été évoquée au cours de cette conférence de presse. Une mésentente interne que Steve Zampaligri et ses camarades déplorent. Ils invitent par ailleurs le Ashkroun à résoudre le plus tôt possible ses problèmes internes afin de mieux jouer son rôle qui n'est autre que la réconciliation des Burkinabés. Dans l'actualité également, les journées nationales du paysan débutent demain à Kaya. Et dans ce journal, nous faisons un zoom sur le lac Bam, un réservoir d'eau incontournable pour bon nombre d'acteurs du monde paysan. Dans la province du Bam, cette retenue d'eau participe à l'économie. Les activités pratiquées au lac Bam sont principalement l'agriculture et la pêche. On voit cela dans ce dossier signé Yacouba Gamine et Adama Koulibaly.
Des cultures pluviales telles que le mil, le sorgho, le maïs ou des cultures de contre-saison, tomates, oignons, haricots verts, on en trouve sur les berges du lac Bam. Ce plan d'eau situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou dans la province du même nom joue un rôle important dans l'activité économique de plusieurs localités riveraines, dont Kongoussi. Après, nous sincèrement dit, on gagne beaucoup d'argent. Bon, si la campagne a réussi, il n'y a pas comme des mauvaises maladies qui attaquent les plantes et consorts. Si tu as bien travaillé et bien entretenu, là tu peux gagner beaucoup d'argent. On peut dire que notre vie même, ça dépend du lac même. Sans le lac, on ne peut rien faire de bon à Congo ici. Comme Abdou Savadogo, environ 2000 personnes tirent leurs ressources de subsistance de la culture maraîchère puisque la production céréalière de la province est déficitaire. La province est chroniquement déficitaire, bon an, mal an, en ce qui concerne la culture hivernale. Donc, ce qui fait qu'en campagne sèche, avec la production maraîchère, on arrive à combler le déficit de la production céréalière par l'activité de culture maraîchère. Et à ce niveau, donc les trois principales cultures qui viennent en tête, c'est la tomate et l'oignon avec en moyenne chacun 700 hectares par an et le haricot vert avec 200 hectares par an. Et les quantités produites, bon, il vous donne le rendement. Le rendement pour le haricot vert est en moyenne 7 tonnes à l'hectare et les oignons 20 tonnes à l'hectare et la tomate 30 tonnes à l'hectare. Je crois qu'on parle de près de 2 milliards de recettes pour les produits maraîchers et c'est que pour ces 2 milliards, le plan national là, il faut reconnaître que là, une bonne part viendra du BAM. Et les superficies augmentent d'année en année avec environ 5700 hectares, toutes spéculations confondues, pour la campagne précédente. Une autre activité pratiquée sur le lac Bam depuis des lustres est la pêche. Moins importante que la culture maraîchère, elle occupe cependant plusieurs centaines de personnes qui pour une consommation familiale, qui pour approvisionner les revendeuses de poissons. La durée de temps de pêche dans le lac, c'est autour de 6 heures de temps. Tu vois, ils rentrent à 2 heures du matin, ils ressortent 2 heures jusqu'à 6 heures. Actuellement, il est 7 heures, donc ça fait 6 heures de temps de pêche. À travers cette activité, ils peuvent arriver à avoir de l'argent. Presque tous les jours, s'ils sont là-dessus, ils arrivent en tout cas à avoir de quoi acheter. Le lac Bam est l'un des éléments figurants sur les armoiries de la ville de Kongoussi. Cela traduit le rôle combien important que joue ce lac dans la vie des populations à travers les différentes activités qui y sont menées, tant sur le plan de l'agriculture que celui de la pêche. Un mot de cinéma dans ce journal. C'est parti pour la 9e édition du Festival international du film documentaire à Agadir au Maroc. Plus de 30 films documentaires, dont 10 en compétition, seront projetés au FIDADOC 2017. Premier festival dédié aux films documentaires, cette manifestation fait désormais partie du patrimoine culturel du Royaume du Maroc. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Agadir, Désiré Ilboudo et Issaka Nana. C'est la salle de la municipalité d'Agadir qui a servi de cadre pour le lancement de cette 9e édition du FIDADOC, le Festival international du film documentaire à Agadir. Organisé par l'Association de culture et d'éducation par l'audiovisuel, ce festival est la première manifestation cinématographique marocaine exclusivement dédiée aux films documentaires de création. Le festival du FIDADOC défend et fait la promotion du cinéma documentaire que nous estimons être un genre cinématographique extrêmement important pour son ouverture sur le monde, pour son accession à la culture pour tous et comme facteur d'humanisation, d'intégration et de fraternité entre les peuples. Le FIDADOC, c'est une semaine de partage d'expériences entre professionnels du cinéma venus d'Afrique, du monde arabe et du reste du monde. Résolument tourné vers la jeunesse, le Festival international du film documentaire propose des séances d'éducation destinées au public scolaire et estudiantin, ainsi que des projections en plein air dans la commune d'Agadir et dans toute la région. Ce qu'on essaye de travailler, c'est de trouver des films qui correspondent au public. C'est-à-dire que j'essaye à la fois de les surprendre, de leur montrer des choses qu'ils ne voient pas à la télé, qu'ils ne voient pas au cinéma, parce que malheureusement, on n'a plus de salles de cinéma comme dans la plupart des pays africains. Donc voilà,
voilà, déjà de voir des choses qu'ils n'ont jamais vues, déjà d'avoir le plaisir de découvrir pendant une semaine des films. Ça permet aux gens de réfléchir à leurs conditions, à se poser des questions sur ce qu'est leur vie, ce qu'est leur régime politique. Cette 9e édition rend hommage au cinéaste et ethnographe français Jean Rouch, un des réalisateurs les plus prolifiques de l'histoire du cinéma, avec plus de 100 films à son compte, dont le centenaire de sa naissance sera célébré tout au long de cette année 2017. Actualité à l'étranger, aux États-Unis, le patron du FBI a été limogé. La décision de son limogeage a été prise par Donald Trump. La gestion des emails d'Hillary Clinton durant la campagne présidentielle passée pourrait être le dossier qui a emporté le patron du FBI. Retour au Burkina Faso pour la revue de presse de ce journal. Les élections municipales partielles et la prise de fonction du nouveau président de la commission de l'UEMOA occupent largement les colonnes des journaux de ce mercredi. Des précisions avec Abdul Rasmane Zango. La campagne s'ouvre dans 3 jours, soit du 13 au 26 mai, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Et ces municipales complémentaires mettent en concurrence 21 partis politiques et regroupements indépendants dans 19 communes concernées pour le vote qui, lui, aura lieu le 28 mai. Environ 281 000 votants sont appelés aux urnes pour 889 bureaux de vote, ajoute Sidoya. En attendant, ils ont reçu les spécimens complètes aujourd'hui au Faso et chaque formation ou parti en recevra 100 exemplaires dans chacune des communes. Et le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, d'Interpeller, souligne les éditions Le Pays, je cite, « La campagne politique, l'élection, ce n'est pas la guerre. Nous en appelons donc aux partis politiques, à la société civile et aux forces vives afin que le processus atteigne son objectif, c'est-à-dire doter les communes d'un exécutif local avec un maire choisi pour l'intérêt général. » Un responsable de parti politique comme pour rassurer le président de la CENI d'affirmer dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso, je cite, « Afin d'éviter ce qui s'est passé, il appartient aux partis politiques d'éduquer les militants. Toute chose qui permet de construire la patrie. Toute autre chose à présent, le Nigérien Abdallah Bourema est le nouvel occupant du perchoir ouest-africain. Désigné le 10 avril dernier à Abidjan, il succède ainsi au Sénégalais Cheikh Adjibou Soumaré à la tête de l'UEMOA, espace communautaire de 8 pays et de 90 millions d'habitants. C'est la fin de ce journal, l'unique édition de ce soir sur la RTB. Merci de l'avoir suivi.